Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Première question. Alors, Pantin, il est où? Pantin, il est démuté. Attends, j'arrive pas à parler à Pantin. Nickel Chrome, ok. Alors, je vais essayer de démuter Pantin parce que sinon, ça va être compliqué pour le rétex. Alors, Pantin, il est où? Hop là, il est là. Alors, rôle. Alors, Pantin, ça bouge beaucoup. Alors, permission. Hop. Hop. Attends, Pantin, hein, je suis en train de te... Parce que là, pour l'instant, tu peux pas parler. J'essaie de faire le plus vite possible. Ah, désolé. Euh, hop. Ah, créer. Ah, c'est où ça? Pourquoi il veut pas? Ah, c'est quoi ce délire là? Créer des fils, intégrer. Bon, on va régler le problème autrement. Hop, Pantin, viens ici. Alors. Oh, j'ai un problème avec toi, Pantin. Et il y a le mood qui est là, alors attends. On va faire autrement. On va faire comme ça. Je suis désolé, hein. C'est pas prévu. Un rôle. Membre. Pantin. Hop. Et Helmut. Comment ça se fait ça? Hop là, normalement vous pouvez parler là. Ah, il est où Pantin? Pantin et Helmut. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Pantin. Ah, c'est pas vrai ça. Ah oui, c'est ce que je suis en train de faire, Alcaline, mais il veut pas paramètres du serveur. Rôle. Alors, plus. Ah, je crois que j'ai trouvé. Permission. Je crois que j'ai trouvé. Hop, hop. Et voilà. Ah, 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 ben ah. voilà. Et ben Helmut voilà. et Pantin. Voilà. Désolé, hein. Désolé. Il n'y a pas de mal. J'ai eu un petit moment de panique là. J'ai pas compris pourquoi. Voilà. Alors tout d'abord, bienvenue à tous, et permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2023. On n'a pas eu le temps de se voir avant, donc j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde et que la motivation, est intacte et que vous êtes prêts à, dévorer cette année 2023 qui arrive, sous les meilleurs auspices. Alors, avant de rapidement, une petite, petit souci concernant le rétexte, c'est-à-dire que les questions concernant l'Ukraine, donc en fait, Pantin n'y répondra pas parce que, bien évidemment, comme vous le savez tous, c'est quand même un sujet qui est assez sensible. Donc, on ne parlera pas de l'Ukraine. Heu, je pense que c'est logique. Voilà. Donc, sinon, donc Pantin, qui est présent avec nous, pour vous faire une petite idée. Alors, j'avais préparé la photo, hein. Voilà, c'est, la photo là qui représente le plus. C'est grâce à lui si on a cette photo. Ah, mon meilleur profil. Voilà, ton meilleur profil. Donc voilà.
Donc, bah, Pantin, salut, salut à toi, et salut Helmut aussi en même temps. Voilà. Eh bien, bonjour à toi, Angel. Merci d'organiser cette petite réunion Rétex aujourd'hui. Permets également de te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à toutes les personnes connectées avec nous aujourd'hui et qui nous font l'honneur de venir passer un petit peu de temps avec nous dans ce salon. Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, parce qu'on va pas non plus que ça dure des plombes. Alors, première question de Antoine OLV. À chaque fois, ça commence comme ça. L'histoire de ton call sign. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ou c'est par rapport à ton nom de famille et que tu veux pas trop en parler? Et ouais, c'est par rapport à mon nom de famille, donc à moins de D'accord. balancer mon nom de Ah bah famille, alors. je ne ferai pas malheureusement, je ne Ah, pourrai pas en dire beaucoup plus. Voilà, d'accord, ok. ça, c'est comme beaucoup de Cosan, c'est un petit jeu de mots. C'est loin d'être le plus drôle. Voilà, c'est très capillotracté, si je peux dire. Mais voilà, ça reste mon Cosan, mais je n'en dirai pas plus malheureusement. Ça restera une petite part de mystère. D'accord, ok. Alors, on commence. Question concernant le cursus de Menko qui dit quel est votre parcours scolaire avant de vous engager? Eh bien, les appellations des bacs ont changé maintenant, donc je pense que ça n'a peut-être pas parlé à beaucoup. Je ne suis pas issu d'une filière une filière scientifique comme on pourrait s'y attendre pour faire pilote. En fait, je suis issu d'une filière STI, sciences et technologies industrielles, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, je suis électricien. Voilà, donc j'ai un bac électricité, un BTS en électricité, et au moment où je suis rentré dans la marine, j'étais en troisième année en fait, en licence professionnelle, que je n'ai pas terminée puisque eh bien, le devoir m'a appelé et que je suis rentré à l'EIP. D'accord. Voilà, donc pas de prépa, pas de trucs spécifiquement axés, étant donné que j'avais vu que j'ai un peu fait le flemmard, mais quand j'ai vu que un simple bac suffisait, quel qu'il soit, pour rentrer dans la marine, bah, je n'ai pas cherché beaucoup plus loin. Ok. Alors, n'hésitez pas à réagir dans le live Retex, hein. Donc, voilà. Deuxième question. Question de Natruel qui dit conseillez-vous de faire des grandes études avant de se présenter aux sélections et au PAN? Alors, des grandes études, pas forcément. Néanmoins, je déconseille de se présenter directement avec un simple bac. Euh, Ouais, en fait, j'avais commencé la démarche pour faire les présélections en vol, enfin pour présenter un dossier dans la marine, presque qui s'appelait le BICM à l'époque, qui maintenant s'appelle le CIRFA. Euh, J'avais fait les démarches quand j'étais en terminale. Euh, Ensuite, je suis parti, j'ai commencé mon BTS, et pendant mon BTS, j'ai été contacté par la marine qui m'a demandé, qui m'a dit en gros, j'étais retenu pour les présélections. Et en fait, à ce moment-là, je leur ai dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon dossier en stand-by. Et dans 2 ans, promis, je reviens vous voir. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que on était à ce moment-là, en octobre, en novembre, un truc comme ça. Je me dis, si jamais je suis pris en sélection vol, que je paye mon BTS et qu'au bout de 2 mois, je me fais béner, et ben en fait, j'ai perdu un an parce que je suis comme un con, je ne pourrais pas revenir dans mon BTS et j'aurai juste un bac en poche qui n'est pas m'aider à trouver du travail, en fait. Donc, j'ai préféré assurer mes arrières en prenant le temps d'avoir un bac plus 2 à minima, avant de retenter 2 ans plus tard mon dossier. Voilà. J'ai été appelé du coup quand j'étais en troisième année. J'ai commencé à dire oh, alors, est-ce que je finis ma licence ou pas? Et je me suis dit à un moment donné, je ne peux pas non plus repousser indéfiniment les choses parce que sinon on va commencer à douter de ma motivation. Et surtout, je m'étais assuré enfin, je m'étais arrangé avec mon IUT pour qu'il puisse me reprendre si jamais, enfin que je puisse passer les partiels qui me manquaient si jamais ça ne marchait pas dans la marine et que j'étais échec aux sélections en vol. Voilà, donc je déconseille de se présenter directement avec le bac, ne serait-ce que pour une question de maturité. Alors je sais qu'à l'époque, j'ai été regroupé pas mal avec, après ma SELEC en vol, j'ai fait mon ATPL au sein de l'armée de l'air, avec et bien, du coup, la population européenne, dont beaucoup étaient juste issus du bac, sans études supplémentaires. Et je pense que c'est important de faire un peu ce que je vais appeler l'école de la vie, c'est-à-dire un petit peu de vie étudiante, gagner un petit peu en maturité, savoir se démerder par soi-même pendant les 2 ans après être parti de chez papa-maman. Et je pense qu'il y a tout est gagné. Il ne faut pas non plus faire des longues études parce que rentrer dans la marine à 25 ans pour faire pilote, bah, 5 ans plus tard, donc les 5 ans plus vieux, voilà. Dans toute logique. Néanmoins, rentrer trop tôt, je pense, peut produire des petits problèmes de maturité.
Ok. Alors, question de Will.i.am. Quel genre de profil la Marine nationale cherche pour devenir pilote de la chasse embarquée? Quel genre de profil? Alors ça, c'est vaste. Des profils, je dirais des profils de gens motivés, en fait. Grande motivation, comme je disais, hein, tout horizon suffit. Moi, je sais dans ma promo, je crois que j'avais un mec qui était issu d'un bac L, me semble-t-il. J'avoue que généralement, c'est quand même plutôt des gens issus d'un bac scientifique, d'un bac S, alors, ce qui s'appelait à l'époque le bac S. J'ai l'impression d'être un vieux con quand je parle aujourd'hui, mais voilà. Plutôt ce genre il y a plus de chances avec ce genre de profil. Néanmoins, il y a pas de ça veut pas pour autant dire que les autres profils sont pas intéressants. Hem, les prépas, j'avais des gens de mon promo également qui ont fait des prépas, des écoles d'ingé, ce genre de choses. C'est toujours bon à prendre parce qu'après ça donne, ne serait-ce qu'au niveau théorique, des petits pieds de plus. Voilà, néanmoins c'est assez vaste et finalement quand on voit qu'on demande juste un bac, ça veut dire que c'est quand même assez ouvert à pas mal de monde. C'est pas réservé forcément à des écoles élitistes pour réussir à faire ça. D'accord. Toujours une question de Will.i.am. Tu m'as dit tout à l'heure que tu l'as trouvée très intéressante. C'était: je suis binational ainsi que totalement bilingue en français et américain. Est-ce un problème? Non, pas du tout. On a actuellement, dans le circuit, enfin, on a un pilote, du GAE qui est, franco-américain. Je ne sais plus si c'est son père ou sa mère qui est américain, qui a fait une partie de son enfance, aux États-Unis, qui du coup est complètement bilingue, et c'est absolument pas un problème. Ça, à la limite, ils peuvent creuser un peu certains trucs sur des histoires d'habilitation, de de secrets et autres, mais non, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. D'accord. Une question de Vache. Afin de se préparer au concours et au PAN, est-ce un défaut d'avoir trop d'heures de vol et des heures de voltige en cap 10? Alors, je sais pas ce qu'on appelle trop. Moi, pour ma part, je suis rentré quand j'ai fait les Sélec en vol, j'avais heu, un PPL et j'avais, peut-être une soixantaine d'heures de vol, 60-70 heures de vol peut-être. Ça m'a servi effectivement parce que, bah, par rapport à ceux qui n'avaient jamais touché un manche, bah, je savais comment révisser un avion, je savais à peu près comment doser les inputs aux commandes et autres. Donc ça m'a, je pense, pas mal aidé. Attention malgré tout, parce qu'effectivement, avoir trop d'heures de vol, surtout dans un cadre un petit peu, civil, où on est un peu, une fois qu'on a sa licence, globalement, on va voler comme on veut. C'est un peu comme en conduite, hein, faut vite lâcher les bonnes habitudes, hein. Quand tu apprends à conduire ta bagnole, ton moniteur d'auto-école t'apprend à tenir ton volant à 2 mains en permanence, à bien garder tes rétros et puis au bout de 6 mois de conduite tout seul, bon, bah, voilà, tu tiens ton volant en une main, tu regardes plus forcément là où il faut et bah, c'est un peu pareil en avion, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes habitudes que tu vas perdre, tu vas t'habituer à voler, sans forcément avoir une rigueur qui sera demandée au niveau militaire, et ça peut poser problème. Si on prend trop d'heures de vol derrière, d'annuler, en fait, ces mauvais réflexes, ces mauvaises habitudes qu'on a pris peut être problématique. En tous les cas, il faudra avoir, heu comment dire? Un sens de la remise en question pour savoir se dire à un moment donné, «Putain, faut que j'efface, toutes les mauvaises choses que j'ai et faire comme on me demande de faire, même si je comprends pas trop pourquoi». D'accord. Voilà, donc au bilan, bah, un petit peu d'heures de vol, c'est bien. En voltige, je n'en avais pas fait personnellement avant d'arriver à la 50S. Je pense que c'est bien. Voilà, faire quelques heures de cap 10 juste pour connaître un petit peu l'avion, c'est bien. Maintenant, attention, la voltige civile n'est pas ce qu'on vous demande à la 50S, hein. En voltige civile, on vous demande de faire des belles boucles, des beaux tonneaux et autres. C'est pas ce qu'on va demander au niveau marine. On va demander de restituer des choses, en fait, c'est pas vraiment des boucles, par exemple, qu'on va faire, c'est plutôt une espèce d'ovale qui va être fait plutôt qu'un beau rond. Donc, voilà. Mais un petit peu de voltige avant pour ne serait-ce que se mettre un petit peu la tête à l'envers, éviter d'être malade au premier baquet, ouais, c'est pas forcément bien. D'accord. Parce que là, je prends une question dans le live là, de Greg, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui dit: après faire des heures de vol peut déjà prouver une certaine motivation en Oui, plus, c'est vrai. non? C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai et ne pas en avoir, est-ce que ça peut handicaper ou pas? Heu
Moi, j'ai eu des collègues de promo qui n'avaient jamais touché un avion de leur vie avant d'arriver en SEDEC en vol. Ça s'est très bien passé pour eux. Je sais par exemple que le rétex précédent de Schuller, il n'avait jamais touché un avion également. Donc, vous voyez, ça peut être une aide de faire, ne serait-ce que de se présenter, ne serait-ce que pour une question de motivation, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Greg, ne serait-ce que dans un aéroclub, qui si possible est un CAP 10, et d'aller dire, bah voilà, je me suis payé 2-3 heures de CAP 10 juste pour voir un peu ce que c'était et vraiment être sûr que ça me plaît et que j'y arrive. Ça, ça permet d'avoir un petit avantage, enfin un petit avantage, de défricher un petit peu avant le premier vol avec un instructeur à la 50S. Ça permet de défricher le sujet, de savoir comment on pilote un avion. Et c'est une belle preuve de motivation également, je pense. D'accord. Une question. Alors, du coup, PPL est-il un problème ou pas du coup? Bah, j'ai envie de dire non, moi ça m'a pas aidé. Enfin, ça m'a pas posé de problème d'avoir un PPL. Est-ce que ça augmente les chances, ça augmente une montre de sélection? Oui. Maintenant, attention, je sais que dans la promo derrière moi, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'heures de vol et ça l'a décerné. Et d'ailleurs, il n'a pas fini la série qu'on a. Ok. Question de Jules JBT avec l'arrivée du Rafale. Est-ce que le recrutement du type de pilote a changé oh là là, vu que le système embarqué du Rafale en demande beaucoup et donc passe. Il va falloir faire un effort sur la ponctuation. Alors attends, je le mets en face de moi. En gros, alors attends, avec l'arrivée du Rafale, est-ce que le recrutement du type de pilote a changé vu que le système embarqué du Rafale en demande beaucoup et donc passe le pilotage au second plan? Faut-il, à l'heure actuelle, être meilleur en gestion de système embarqué qu'au pilotage pur comme à l'ancien temps, pardon? Est-ce que cela joue dans la formation des pilotes de chasse? En gros, est-ce que le Rafale, qui est ultra moderne, a plus besoin d'attention et plus besoin de beaucoup de choses et passe en second plan le pilotage? Si j'ai bien compris la question de Jules. Ouais, alors effectivement, j'avais passé ça là dans les questions. Alors, est-ce qu'on a changé le type de profil recruté? Non. Non, non, à ma connaissance, en tout cas, la méthode de sélection reste la même. La méthode de formation commence doucement à s'adapter à tous les niveaux, en fait, que ce soit au niveau marine. Alors, marine, il ne faut pas trop, forcément, que le mec soit macaroné. Mais l'armée de l'air, dans sa méthode de formation, change un peu les choses. Ainsi que l'US Navy qui réfléchit, en fait. C'est encore un peu, c'est encore nouveau, c'est encore un peu en développement, on va dire. Mais oui, la méthode de formation pour s'adapter aux avions modernes qui demandent beaucoup plus de gestion embarquée, plus que de pilotage. Effectivement, ouais, ça change un peu la donne. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Bah, aujourd'hui, l'armée de l'air à Cognac utilise des PC-21 pour former ses pilotes. Donc, c'est un avion avec. On a retiré tout ce qui était les cockpits avec des aiguilles partout. Maintenant, on a des glass cockpits, donc des écrans, ce genre de choses, qui se rapprochent un petit peu plus à ce qu'on a sur les avions modernes, sur Rafale. Et également, bah, ils commencent à faire un petit peu plus de tactique. Dès l'école de formation, dès Cognac, donc quand j'ai fait mon Cognac il y a 15 ans maintenant, on se faisait que du pilotage. Il y avait alors pilotage, maniabilité, vol en formation, mais il n'y avait absolument rien de tactique à part ça. Aujourd'hui, ils commencent à faire de la tactique dans les vols de formation, dès le tronc commun, enfin dès la pré-spécialisation chasse, pardon. Et aux États-Unis, me semble-t-il, également sur T45, ou en tout cas c'était un projet à un moment donné d'avoir des systèmes de liaison de données pour simuler des pistes radar et pouvoir commencer à faire un petit peu des flots de combat RR dès le début. Pourquoi? Parce qu'effectivement, bah, aujourd'hui, là où à l'époque où je vais sur Super Étendard, bah, ton avion il a zéro aide au pilotage, donc tu fais tout à la main. Tu avais un pilote automatique quand même, mais qui était parfois un peu laborieux à utiliser. Aujourd'hui, le Rafale, tu peux connecter le pilote automatique sans lâcher les commandes. Tu peux le contrôler complètement sans jamais lâcher les commandes, juste avec les mains sur le joystick et sur le manette des gaz. Donc, avec un doigt, tu gères ton pilote automatique. Avec un autre doigt, tu gères ton radar. Avec un autre doigt, tu tires ta bûche. Donc, en fait, on peut bouger l'avion à la main. Puis, dès que c'est fait, on met le pilote automatique. On ne s'occupe pas de ce que fait l'avion parce qu'il le fait tout seul. Et puis, on peut se concentrer sur
sur son travail radar et son travail système. Donc oui, ça change un peu les méthodes de formation. Et au niveau Arméliard, c'est ce à quoi il s'oriente. US Navy aussi, et je crois qu'au niveau US Navy, il commence un petit peu à développer aussi moins d'heures de vol en formation, mais plus de réalité virtuelle, parce que justement, l'avion aujourd'hui le permet avec les aides au pilotage, le pilotage automatique. Ok. Question de Evan C. Je voudrais savoir si vous avez des conseils à donner concernant les tests SLPA, tests psychotechniques, etc. Et enfin, quelles seraient selon vous les qualités indispensables pour un pilote de l'aéronautique navale? Alors, comment préparer un entretien SLPA? On veut dire qu'il faut ne pas mentir, parce que ça va se savoir en fait. Ils sont forts les petits, très forts, Hmm. à tel point que on peut se dire, en fait, si on boirote, il y a forcément un moment où on se fait gauler parce qu'ils vont poser plusieurs fois la même question dans les différents tests, hein, que ce soit l'entretien direct avec le psy ou les questions psychotechniques, enfin les questions de personnalité qui sont des entretiens de personnalité qui sont posés avant, c'est qu'en fait, on a posé plusieurs fois la même question mais d'une manière différente. Voilà. Et on ne va pas forcément déceler parce qu'ils sont meilleurs que nous là-dessus. Et qu'en fait, on peut se dire, bah tiens, je vais leur dire ce que je pense qu'ils veulent entendre. Et puis en fait, à la question d'après, bah, on se fait gauler parce qu'on répond l'inverse de ce qu'on a déjà dit. Donc on va dire déjà comment on prépare, bah, en étant honnête. C'est la meilleure chose à faire. Et on sait bien que tout le monde n'est pas identique, donc le fait d'avoir des personnalités différentes, c'est pas forcément un problème. Il ne faut pas chercher à rentrer dans un moule absolument, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Voilà, les tests psychotechniques, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se travailler, hein. Vous pouvez trouver dans toute bonne librairie des petits livres de tests de logique, de tests de tests psychotechniques en fait pour s'y entraîner. Moi, je l'avais pas particulièrement fait. Après, c'est une question de bon sens. Voilà, c'est pour voir si on a une certaine logique, qui va aider, quoi. Euh, voilà. Après, pour ce qui est des qualités de... Je répondrai après à l'histoire de la question de la bûche, parce que je vois que ça discute pas mal Ouais, au niveau de la bûche, ouais. là-dessus. C'est pour ça que je réponds pas à celle-là, je te laisse répondre. Ouais. Les qualités, alors ça va paraître bizarre, mais je vais dire déjà un petit peu d'humilité, parce que ça fait jamais de mal. Il y a des qualités à avoir. Après, c'est surtout un sens de la remise en question. Voilà, une remise en question permanente de ses performances, de ce qui se passe. On va faire des erreurs dans son cursus de pilotage, on va se faire remettre à sa place, on peut se prendre des claques en fait, au sens figuré, hein. Et en fait, il faut savoir se remettre en question pour se dire, bah là, en fait, faut pas tout le temps se dire, oui, mais si j'ai pas réussi aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause de la météo ou c'est à cause de l'autre patrouille qui arrive en même temps que moi qui a fait que du coup, ça s'est pas bien passé. Ça marche pas en fait, parce qu'en fait, on progresse pas comme ça, donc il faut savoir se remettre en question pour se dire, bah, aujourd'hui, ce qui a merdé, bah, en fait, c'est ma faute, c'est moi c'est à cause de moi. Et je pense que c'est important de savoir se remettre en question. Quelle autre qualité? La qualité du travail en équipe. Bah, c'est pas parce qu'on est seul dans son avion, seul dans son Rafale qu'on est tout seul. En fait, on travaille à plusieurs et on sera jamais tout seul à travailler en opération. Et pour ça, en fait, il faut savoir travailler en équipe. Donc, c'est quoi travailler en équipe? Bah, c'est tout simplement savoir partager les informations qu'on a avec ses petits copains. Quand on lance avec Envol, on peut se dire, alors, les 2 premiers de la promo seulement pour la chasse et tous les autres, ce sera Hélico ou Patmar. Faut pas se dire à partir de là, bah, faut que je sois le meilleur. Donc, les infos intéressantes, je les garde pour moi. Et puis, les autres, comme ça, ne le sauront pas. Et puis, vraiment, bon, faites ça. Le but, c'est de dépasser les autres et pas de les enfoncer. Et quelqu'un qui, en fait, fait de la rétention d'informations, bah, en fait, ça va se savoir, ça va se voir. Et alors là, vous allez vous faire shooter, mais directement. Voilà. Et enfin, bah, du travail et du travail. C'est de la persévérance. Voilà, on se prend des boîtes et il faut se relever pour apprendre de ses erreurs, retravailler. Et on préfère avoir un pilote qui est un petit peu plus long à acquérir
la technicité de pilotage demandée, mais qui au sol est un mec qui est incollable et qui bosse, qui monte, qui bosse. On préfère ça au mec qui a un bon branleur de manche et qui, à côté de ça, n'en fout pas une ramée parce que bah oui, il est bon pilote, mais après, il ne saura pas faire le travail. Le job, hein, faut quand même pas l'oublier, le job avec un Rafale, c'est pas c'est pas de piloter un avion, d'aller faire des petits baladons. Le job, c'est d'aller faire la guerre. Et pour faire la guerre, bah, ça s'apprend, faut bosser. Voilà. D'accord. Je reviens sur la Et question de la bûche, tirer une alors, bûche. Alors, ce qu'on appelle la bûche entre nous dans notre jargon, souvent, généralement, c'est le Mika, c'est le missile. Donc, quand on dit tirer une bûche, bah, c'est tirer Pardon, je me suis un petit peu emballé sur mon petit jargon, mais en gros, quand je disais il faut faire son système d'armes et tirer sa bûche, bah, en gros, c'est tirer son missile et se barrer, quoi. Voilà. Le GBU, non, c'est pas la GBU, effectivement. Voilà. voilà, donc maintenant tout le monde sait ce que ça veut dire. Voilà, vous pourrez ressortir la présélection en vol, du coup, ça, de Voilà, tirer la bûche, de si vous tirer la voulez. bûche. Une question maintenant concernant voilà, Creil qui pose cette question, quelles sont les différences entre la formation pardon, quelles sont les différences dans la formation entre les pilotes de chasse de l'aéronaval et les pilotes américains? Euh, Eh ben, il y en a pas, en fait. Alors, il y en a pas forcément. Euh, Le cursus de formation français, donc on fait la. Alors, je sais pas comment c'est le recrutement. J'avoue que je sais pas comment est-ce qu'ils se recrutent et autres, mais en tout cas, nous, on fait la sélection au vol, en gros, pour trier ceux que on pense qui ont les capacités d'arriver au bout. Euh, Ensuite, il y a deux options. Première option, ça va être un circuit franco-américain avec passage à Salon-de-Provence pour faire la TPL théorique, puis Cognac pour faire le tronc commun, sur Europe 120, puis la pré-chasse sur PC21 avant de partir faire la spé-chasse à Méridion. La deuxième option, c'est de sortir de la 50S, c'est directement départ à Whiting Field, aux États-Unis. Donc en fait, on zappe la partie ATPL théorique, c'est-à-dire que les gens qui passent par là n'ont pas la TPL théorique. Et on fait Whiting Field qui globalement regroupe la partie tronc commun, la partie pré-chasse. Donc en gros, ce qui se fait à Cognac se fait dans ce cas-là à Whiting Field aux États-Unis. Et ensuite, retour sur partie plus enfin, la partie commune qui va de la spécialisation chasse sur T45 à Méridion. Donc dans le cas des différences, quelqu'un qui est formé dans la méthode dite franco-américaine, enfin que j'appelle franco-américaine, avec une partie de l'air, aura un petit peu plus, du coup, plus de notions sur tout ce qui est le vol en France, les règles de vol militaires françaises, qui diffèrent un petit peu de ce qu'ils font aux États-Unis, parce qu'en fait, on a en France un truc qu'on appelle les circulations aériennes militaires, avec des contrôleurs militaires et des règles de vol militaires. Ils n'ont pas ça aux États-Unis, ils font ça sur les règles de vol civiles, jusqu'à ce qu'ils soient dans leur zone de travail, où ils font ce qu'ils veulent, mais sinon, ils sont sur régime de vol IFR, en général, ce qui n'est pas notre cas. Donc, le fait de passer par la partie armée de l'air permet d'avoir un petit peu plus de vélo basse altitude et une meilleure connaissance de la circulation aérienne militaire française qu'on va utiliser après tout au long de notre carrière. Quelqu'un qui passe par le cursus Whiting Field, finalement, a exactement la même formation qu'un pilote américain. Dans ce cas-là, quelqu'un qui sort Macaroni de Méridion a exactement le même cursus et les mêmes connaissances et compétences qu'un pilote de l'US Navy. D'accord. Division portée sur porte-avions américain. D'accord. Question de Hugo. Hugo qui pose la question. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, je pense que c'est plutôt médical ou quoi, je sais jamais. Pensez-vous qu'être FIC, qui est un problème d'écriture, pourrait empêcher de devenir pilote dans la marine? Oula. Ouais. Euh, Alors, je la pose quand même parce que comme ça, au ouais, ouais, moins. ouais. Alors j'en utilise Joker parce qu'effectivement, je suis pas médecin. Première vue comme ça, pour piloter un Rafale, euh,
pas de problématique. En revanche, le filtre pointe un petit peu en amont, alors c'est pas problématique. Oui et non, dans la mesure où après, un pilote de Alpha a quand même vocation de devenir leader et donc à faire des tableaux de briefing, à donner des instructions et si pas ce qui est écrit, ça peut poser problème. Donc ça, dans ce cas-là, je ne sais pas en fait à quel point ça peut être handicapant là-dessus, enfin, à quel point il est concerné. Le filtre risque de se passer avant, parce que en fait, avant d'être pilote, on est militaire et officier et que du coup, officier veut aussi dire, avoir des fonctions d'officier, à savoir gérer du personnel, on peut être commec et autres, pour ça, effectivement, ça peut être problématique si on a des grosses groupes d'écriture. Il y aura normalement de toute façon des tests qui sont faits en BICM, CIRFA, pardon, aux sélections en vol, c'est les mêmes tests que tout le monde passe. Je vais y arriver, quand on pose son dossier, pardon, on passe des tests. C'est même pour toutes les spécialités de la marine. Tout le monde a un test d'anglais, un test psychotechnique, un test de connaissances générales et compagnie. Après, on ne veut juste pas avoir les mêmes barèmes en fonction des spécialités. On ne va pas demander au boulanger de parler aussi bien anglais que le pilote. Mais le filtre là pourrait être appliqué à cet endroit-là si jamais on considère que l'impact sur l'écriture est trop problématique pour rentrer dans la marine en tant que militaire avant même de penser au côté pilote. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas répondre. J'ai envie de dire, il y a moyen de le savoir, c'est de tenter le coup. Après, il n'y a rien à perdre. À part quelques heures à aller poser le dossier, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. D'accord. Alors maintenant, les questions sur le cursus, c'est fait. Maintenant sur, parce que Ouais, alors, tu es aussi attends, officier d'appontage. Ah parce que pardon. du coup, je veux des questions de cursus qui passent. Quels Ah, sont les j'ai élèves pas qui vu. vont sur du... non, parce qu'en même temps, je lis le métatexte. Ouais, ouais, vas-y. Quels sont les élèves qui vont sur du full US ou du franco-américain? Pourquoi des circuits différents? Et ben ça dépend en fait, pour le circuit full US, ça dépend aussi des places que les Américains sont prêts à nous octroyer, à ce moment-là. Parfois en fait, euh, euh, comment dire, parfois sur une sélection de vol, enfin, sur une promo de sélection de vol, les Américains diront bah, on peut prendre personne ira full US. Voilà. Ça peut résoudre ça. Des fois, ça s'appelle la cognac, enfin l'armée à cognac qui va dire bah non, on ne saura pas faire là, donc on ne peut pas les prendre. Donc c'est ça qui peut, qui peut, euh, qui peut jouer sur qui va en full US et qui va dans la partie française. Voilà. Est-ce qu'on a télévision sur les porte-avions américains? Dès qu'on croise un porte-avions américain à la mer, on le fait. Voilà, on essaie de faire des cross-decks parce qu'on est fan d'eux aussi. Et enfin, pour finir, question qui touche un peu médical, me piéger a-t-elle accepté? Je ne pense pas. En tout cas, pas pour de la chasse. Je pense pas. D'accord. Alors maintenant, comme tu es aussi officier d'appontage, donc obligatoirement, il y a des questions sur cette particularité d'être officier d'appontage. Donc, il y a une question de Antoine OLV. Est-ce que tous les pilotes de chasse ont vocation à devenir officier d'appontage, suite logique de la carrière d'un pilote, ou est-ce un choix personnel de votre part? C'est un choix personnel. Tout le monde n'a pas vocation à l'être. Déjà, ceux pour l'instant des officiers sous contrat, donc non issus de l'école navale, font officier d'appontage. Et ensuite, c'est un choix de ma part en fait, parce qu'on peut pas forcer quelqu'un à faire officier d'appontage, parce que c'est un investissement beaucoup trop important pour forcer quelqu'un à le faire. D'accord. Alors, pareil, Antoine OLV qui pose encore une question sur officier d'appontage. Quelle est la qualité principale d'un OA? Plein, évidemment. Un OA a plein de qualités, voyons. Pardon. La qualité d'un OA, je dirais, je dirais qu'il y a comme ça, je dirais qu'il y a la maîtrise de soi. Euh, la maîtrise de soi dans le sens où il faut rester d'un calme en toutes circonstances. Voilà, on peut avoir des conditions parfois très compliquées. On peut avoir un pilote qui, à l'appontage, nous fait un peu peur et nous rend un petit peu fébrile émotionnellement, non, mais nous met un petit peu les sens en alerte. Et pour autant, bah, 1 minute plus tard, il y a le petit copain qui va se pointer derrière, à l'annonce miroir et il faut avoir une grosse maîtrise de soi parce que si quand nous on parle, on a un semblant de panique dans la voix,
je te laisse imaginer, comment est-ce que le mec dans l'avion peut se ressentir. Voilà, donc en fait, il faut avoir en toutes circonstances et c'est un peu bizarre, hein, parce qu'on est sur la plateforme, voilà, il y a beaucoup de bruit autour de nous, pour se parler, des fois, on a des fois un cheval qui est à 20 mètres de nous, là, avec les moteurs tournants, pour se parler Alors, entre nous, il faudrait, Pantin, excuse-moi, parce que, alors, pour information, Pantin est aux États-Unis, hein, donc la connexion, des fois, est un peu compliquée. Il faudrait que tu te rapproches un Ah, petit peu de ton micro, Pantin. excuse-moi, c'est Il mieux n'y a là? pas de souci. Ouais, c'est mieux. Ah, pardon. Ouais, du coup, je disais, euh, on peut parfois être amené à, pour se parler entre nous, là, entre voix, on peut être obligé de hurler, de crier pour réussir à se parler. Et pour autant, dans la seconde après, quand on va parler à l'avion, il faut qu'on soit avec une voix qui soit calme, qui soit apaisée, qui soit rassurante. Il faut qu'on soit en accueil pour que le pilote dans l'avion ne sente pas en fait de tension particulière de notre part. Deuxième qualité à avoir, de l'impartialité, parce que notre boulot, c'est de ramener les avions à bord avec les pilotes vivants, dans toutes circonstances et quel que soit le pilote. Donc, parfois, il faut être impartial parce que ce soit le jeune qualifié à l'appontage qui n'a pas d'expérience qui soit dans l'avion, ou que ce soit le comgay ou un pachet de flottille, dans tous les cas, il faut qu'on le ramène vivant. Et ça veut dire que on peut avoir parfois un de nos meilleurs potes qui est dans l'avion, ou on peut avoir quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Alors ça reste quand même vachement soudé comme groupe, mais bon, on n'a pas les mêmes degrés d'affinité avec tout le monde, et pour autant, le pote qui fait une gratte, il va falloir lui expliquer ce qui n'a pas fait bien, et être juste pour le débriefer et pour le faire apponter. Et à l'inverse, celui qui est avec qui on a moins d'affinité, le jour, enfin quand il fait du bon travail et qu'il fait une belle passe, faut savoir le féliciter et lui dire en fait. Voilà, donc impartialité, maîtrise de soi et rigueur et persévérance également. C'est très très bon de se faire former officier d'appontage, et du coup ça demande beaucoup de persévérance et de dévouement pour le faire. D'accord. Prochaine question de Sony Tucson. Les procédures d'appontage sont-elles différentes entre la France et les US? Bon, tu as répondu tout à l'heure, mais Les procédures d'appontage sont-elles différentes? Non. Non, c'est les mêmes. d'accord. C'est les mêmes à peu de choses près. Alors la partie appontage en elle-même, ce sont la même chose, hein, c'est un axe, un plan de descente et puis une vitesse à tenir. Et ça, c'est la théorie de l'appontage qu'on a toujours utilisée, qu'eux ont toujours utilisée et qu'on a en commun. Après, qu'est-ce qui va changer dans la procédure? C'est ils ont peut-être dans les retours de nuit ou les retours sur une finale, ils ont des moyens radar un peu plus évolués de les notes, avec un peu plus d'automatisation, un peu plus d'information. Mais sinon, les procédures d'appontage en elles-mêmes sont exactement les mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à travailler, avoir des grosses coopérations avec eux. Et voilà, on va apporter chez eux, ils vont apporter chez nous. Ça se passe tout très bien. D'accord. Nouvelle question de Sony Tucson. Pour un appontage de nuit, des optiques comme des JVN thermiques sont-elles utilisées? Non, du tout. Du tout. Du tout parce que, alors, d'une part parce qu'on n'a pas besoin, pas pour l'appontage, et d'autre part parce que ça serait dangereux. Alors pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'en fait, bateau éclairé. Comme une piste d'atterrissage, en fait, il y a une ligne centrale qui est éclairée, il y a les bords de ce qu'on appelle la LA, la landing area, la partie appontage dédiée aux appontages sur le bateau, qui est éclairée. Donc, ça fait, c'est la carrière box en fait. C'est comme une piste, le même éclairage qu'une piste en fait, avec un balisage axial et un balisage central. À part que c'est une piste qui fait 100 mètres de long, c'est 60 mètres de long, c'est tout petit. Donc du coup, vu que c'est clair, il n'y a pas besoin de GVN dessus, et puis après, on en appontage également. Et, éclairé, donc il n'y a pas besoin de JVN. Et ensuite, ça serait dangereux de l'avoir pour la simple et bonne raison que quand tu es dans des JVN, en fait, ça va regarder la vie au travers d'un PQ, globalement. Je Donc, t'entends plus, là, Pantin. on m'entend? Le Ouais, ouais, retour? mais ça coupe un petit peu, ouais. Ah, ouais, ouais, thème de connexion qui est un petit peu compliqué. Ouais, voilà, c'est mieux. Euh, ouais, je disais, les JVN en plus, ça serait un petit peu dangereux à l'appontage parce que regarder dans des JVN revient à regarder la vie à travers un rouleau de PQ.
Ce qui fait globalement, on perd toute notion de vision périphérique. Voilà, on se focalise juste sur un tout petit point là et on voit pas ce qui est autour et ben, on a malgré tout besoin de voir l'environnement autour de nous avant de se poser. D'accord, là, on t'entend très bien. Question de Hugo, combien y a-t-il d'OA dans la marine nationale tout en comptant les pilotes de la 4F? Alors actuellement, ils sont 4 officiers d'appontage à bord. Il y en a 2 en formation et 2 qui sont, complètement qualifiés. On a, un OA qui est, à Landy, qui assure, les réentraînements, et les réentraînements des pilotes qui sont actuellement à terre et qui ont besoin de rallier le bateau pour, relève. On a un officier d'appontage qui est à la cinquantaine justement, en aération pour cette année et puis, bah, il y a moi qui suis ici aux États-Unis. Dans tout ça, on a un pilote, extrait de la 4F, heu et qui est en fait un des 2 OA GAE, c'est-à-dire un des 2 OA pleinement qualifiés actuellement pour du bateau. D'accord. Maintenant, les questions sur le vol. Alors, il y a eu plusieurs questions dans ce sens-là, donc je vais essayer de globaliser. Donc, je ne donnerai pas de call sign, hein, désolé pour ceux qui ont posé la question, mais ça globalise pas mal de questions qui ont été posées. Est-ce que tu as des anecdotes de vol plus ou moins tendues, ou un peu moins tendues, ou plutôt détendues? Est-ce que tu as des anecdotes de vol en mission ou en vol, de toute façon? Ouh là! C'est plutôt, on va dire, celle qui t'a marqué le plus, peut-être, au niveau. Ouais, les choses qui m'ont marqué le plus, Oui, j'en ai ouais, alors j'ai plusieurs choses qui m'ont marqué, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs pas trop, heu, heureusement. Des bons souvenirs, j'en ai plusieurs, notamment sur Falcon 10, quand j'étais sur Falcon, c'était en 2013. Le porte-avions était en déploiement, on avait dû faire un convoyage d'un super étendard vers, le porte-avions qui était à ce moment-là au large de Djibouti et ramener un avion du porte-avions vers Landivisiau. Donc en fait, on était parti en Falcon 10 de Landy, on était jusqu'à Djibouti avec un super dans l'aile et retour, Paris. Pourquoi est-ce qu'on avait fait ça? Parce qu'on avait avec nous dans le Falcon, toute l'équipe technique, enfin une petite équipe technique avec du matériel de dépannage au cas où pour le super. Et également parce qu'on assure la navigation du super étendard, qui lui, en fait, se contentait juste de voler en patrouille sur nous. Voilà. Donc on avait bien planifié notre chose et puis, rien ne s'est passé comme prévu. On ne s'est pas posé aux endroits qui étaient prévus, on n'a pas dormi là où c'était prévu, ça a été un bazar, un vrai bordel, en fait. Rien ne s'est passé comme prévu, en fait et pour autant on a su s'adapter, on a su se replanifier les choses parfois en plein vol et on a réussi à faire une mission. D'ailleurs, l'actuel commandant de la 57S, c'était le pilote qui avait fait le convoyage retour depuis Djibouti. Et, euh, et en fait, si vous avez l'occasion de parler avec lui, il vous dira probablement que c'est un de ses meilleurs souvenirs, ce convoyage retour, parce qu'il y a eu tellement d'imprévus, tellement de choses. Et en fait, on a travaillé tous en synergie entre lui dans son avion et nous aux commandes du Falcon 10 avec le second pilote. Qu'en fait, ça reste un meilleur souvenir de voir que bah, quand rien ne se passe comme prévu, et ben, on arrive quand même en fait à arriver à nos fins. Dans les autres bons souvenirs que j'ai, euh, on voyage dans les États-Unis quand on a fait l'émission de Chesapeake en 2018, pendant l'arrêt technique du porte-avions. Euh, Moi, je devais être normalement le pilote directeur des vols dans le ravitailleur. Et il se trouve qu'en fait, bah, au moment de partir le matin, le leader d'une des patrouilles m'a dit que pour un petit problème d'oreille qui avait du mal à passer, qu'il était peut-être prudent qu'il ne prenne pas les commandes. Donc en fait, on a inversé nos rôles. J'ai pris sa place de leader d'une patrouille de 3 avions à l'arrière d'un tanker. Et lui a pris ma place de directeur de vol dans l'avion, dans le tanker. Et bah, c'est un excellent souvenir que j'ai. Donc c'est un convoyage de 6 heures plus de vol au-dessus de l'Atlantique. Et au bout de 3 heures de vol, de me dire, bah là, on est au milieu de l'Atlantique. Le premier terrain, il est à 2 heures d'ici. Donc le moindre truc qui merde, c'est 2 heures de vol pour essayer de se dérouter en urgence. Et au bout d'un moment, finir par, au bout de 6 heures de vol, de voir la côte américaine avec le tanker qui me dit, bon bah voilà, ta clairance c'est ça, tu vas vers tel point, tu montes à telle altitude, bah salut, on se revoit au sol. Et le fait de me dire, on vient de traverser avec 3 rafales l'Atlantique, c'est quand même, je me dis la vache, c'est quand même pas toujours qu'on fait ça. Ça reste les bons souvenirs que j'ai. Ouais. d'accord. Concernant, alors attends, parce que je regarde si.
Désolé. Hop, voilà ici. Alors c'est toujours comment dire? Au niveau d'un appontage, parce que j'ai zappé une question, donc je reviens dessus rapidement. Une question de Hugo. Pendant un appontage de nuit, pour vous ou pour un pilote qui est en phase de qualif, les repères seront les mêmes de jour, ou de nuit? Ou alors les repères sont-ils différents de jour et de nuit? Et comment les pilotes peuvent-ils se préparer pour gérer le stress et appréhender l'appontage? Alors les repères sont-ils différents? Ça dépend. Oui et non. Alors je détaille un petit peu. Globalement, donc je disais tout à l'heure, l'appontage, c'est 3 paramètres à tenir qui sont l'axe, le plan de descente, et la vitesse. La vitesse de jour ou de nuit, ça change rien, il faut la tenir et ça, c'est dans l'avion que ça se fait, donc pas de problème là-dessus. L'axe, et ben, de jour, c'est un grand trait de peinture qui matérialise le milieu de la piste oblique et de nuit, bah, on a eu l'intelligence d'intégrer des petites lumières, dans cette, ligne de peinture, ce qui fait qu'en fait, plutôt de suivre un trait de peinture, on suit un trait de lumière, donc c'est la même chose. Donc rien ne change là-dessus. Là où les repères, peuvent changer, c'est peut avoir la tenue du plan de descente. Donc de jour, on va, utiliser, un circuit à vue, c'est-à-dire qu'on va se présenter, au break, donc on est 600 pieds au-dessus du porte-avions, on va effectuer, un passage vent-arrière, on va se configurer pendant la vent-arrière, on va, faire un circuit qui est, du coup extrêmement calibré, toujours le même. Voilà, donc on demande d'être à 1 nautique, à travers le porte-avions et 1 nautique, c'est 1 nautique, pas 1 nautique 1 ou 0 nautique 9, ça marche pas. De façon en fait en faisant toujours le même virage, se retrouver du coup, les ailes à plat, à l'arrière du bateau, sur le plan de descente déjà. Et là, le plan de descente va être tenu avec le miroir d'appontage. Le miroir d'appontage, si vous regardez les excellentes vidéos que nous fait Angel, et nous publie Angel, à chaque fois que vous voyez, un appontage, vous verrez sur la gauche du pont, 2 barres, de lumière verte avec un petit point jaune qui se balade au milieu. Donc ça, c'est le miroir d'appontage, et c'est ce qui me donne la référence du plan de descente. C'est ce qui permet de faire toucher l'avion là où on veut qu'il touche, à savoir, la crosse 1,20 m devant le bras numéro 2, tout en conservant la garde à l'arrondi, c'est-à-dire en gardant, de la marge entre, la crosse de l'avion, qui est le point plus bas de l'avion, et la rampe, donc l'arrière du bateau. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser de jour. De nuit, soit le pilote va utiliser, alors de nuit, on va pas rentrer en circuit avion, on va rentrer sur, longue finale à vue, pardon, longue finale contrôlée par les contrôleurs OCO. Donc en gros, on se met, à une dizaine de kilomètres à l'arrière du porte-avions. Le contrôleur nous guide en nous disant, «Vous êtes sur l'axe, venez de degré gauche, légèrement droite», tout ça. Donc il va nous donner des ordres de cap et des informations sur le plan de descente. Donc il nous dit là: «Vous devriez lire 1000 pieds, top. 900 pieds, top. Gauche de degré, captant. 800 pieds, top», et cetera. Jusqu'à l'annonce miroir. À partir de là, eh bien, soit le pilote va utiliser, le miroir comme il fait de jour. Moi, c'est mon cas, je préfère utiliser le miroir d'appontage. Donc à ce moment-là, eh bien, est-ce que de jour ou de nuit, c'est le même repère? Oui, c'est le même repère. L'autre solution, c'est d'utiliser le viseur. Donc je pense que tout le monde a remarqué qu'il y a une espèce de grosse flèche qui est peinte sur le porte-avions, sur la piste oblique du porte-avions. Alors la grosse flèche, n'est absolument pas là pour indiquer au pilote dans quel sens se poser. On n'a pas besoin de ça pour y arriver. En fait, c'est un repère qui est peint sur le pont et on a un autre repère, donc c'est un repère de pente qui est dans le HUD de l'avion et globalement, si on met, voilà, merci, Angel, donc c'est l'espèce de, voilà, la grande flèche qu'on voit là qui est sur l'avant. Si globalement on a le repère, donc si vous voyez une vidéo d'un HUD, de Rafale, vous verrez qu'il y a un trait, point trait, qui est à généralement 3,7 degrés. Et bien si on pose ce repère sur la base de la mire, ça nous met sur le plan de descente au même titre qu'on le sera avec le miroir. Voilà, donc ça, c'est la méthode d'appontage au viseur. Du coup, c'est un repère qui est un petit peu différent. Cette technique n'est pas trop utilisée de jour pour la simple et bonne raison que il faut que la piste oblique soit dans le HUD. Et avec le dernier virage, en fait, jusqu'à ce qu'on soit aligné, c'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on l'utilise pas de jour. Voilà, donc ça, c'est du point de vue du pilote, repères qui peuvent être différents entre le jour et la nuit. Maintenant, au niveau des officiers d'appontage, est-ce qu'on a des choses, des repères différents? Non, alors de jour, on a des instruments sur la plateforme officier d'appontage. On a une caméra, DAX, une caméra, qui me donne le
comment dire, la caméra latérale qui me donne en gros des informations sur le plan de descente, que finalement on utilise très peu de jours parce qu'on va tout faire à vue. De nuit, en revanche, on va utiliser ces instruments-là, et ainsi que le Dallas. Le Dallas, si vous regardez un Rafale Marine sur le porte-avions, qui est posé sur le porte-avions, vous noterez sur le train avant un espèce de petit cercle, un petit disque orange. En fait, c'est un réflecteur laser qui n'est monté que sur le porte-avions, on l'utilise pas à terre, et qui en fait permet avec un laser de pointer l'avion et d'avoir des informations sur la distance, la vitesse, ainsi que sa position sur l'axe et sur le plan de descente. Ces informations-là, on va les utiliser de nuit pour se calibrer l'œil. En fait. C'est-à-dire qu'on va être à deux pour ramasser. Il va y avoir un NOAA qui va être en fonction, qui va regarder le pilote, l'avion qui approche, et l'assistant qui va donner des informations en disant il est sur l'axe, il est un petit peu haut, il est un peu à droite et autres. Ça jusqu'à un 11 miroir. À partir d'un 11 miroir, tout se fait à vue. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais. Non, très bien, très bien. Impeccable. Alors des questions, parce qu'on alors je comprendrai jamais pourquoi on m'envoie plein de questions en MP pendant une semaine. Bref, une question d'Alexandre 53 qui te demande que préférez-vous, Rafale ou SEM? Et quelles sont les différences? Ah, oh. Ah, Ah, c'est dur de répondre. Le Super reste mon avion de cœur parce que c'est là-dessus que j'ai fait mes premières armes. C'est sur Super que je suis allé quand je suis rentré des États-Unis. C'est là-dessus que j'ai fait mes premières missions de combat. Que j'ai, voilà, donc ça reste mon avion de cœur. Ce que j'ai adoré sur le Super Étendard, c'est que c'est un avion qui se pilote. On m'a toujours dit c'est un avion d'homme, et effectivement, alors d'homme, pas dans le sens homme, le sexe, mais un avion un avion qu'il faut tenir en fait, qu'il faut savoir piloter. Et c'est vrai en fait parce qu'il n'y avait aucune aide de pilotage. Alors, il y avait un pilote automatique mais pas très élaboré et parfois un peu laborieux à utiliser. Et surtout à l'appontage, c'était c'était quelque chose. Voilà, c'était très challenging, ce qui était très intéressant. Euh, Après, l'avion a aussi su beaucoup évoluer et du coup était quand même encore avec de très bonnes capacités militaires malgré son âge assez avancé. Donc j'ai beaucoup aimé le Super pour toutes ces raisons. Maintenant, le Rafale est incomparable en termes de performance. En termes de pilotage, je dirais que je préfère le Super parce que c'était vraiment un avion qu'on pilotait plutôt d'avoir l'impression de piloter un ordinateur. En revanche, en termes de sensations, les performances du Rafale sont exceptionnelles et tout ce qu'on peut faire avec en termes de système d'armes, c'est ouais, c'est top. C'est génial. alors, attends, je réponds juste. Est-ce que je réponds à la question d'ailleurs? Il en restait ou pas? Voilà, un avion de bonhomme, exactement. Euh, une autre question de Merlin concernant des vols, enfin concernant des missions. Est-ce qu'une certaine monotonie pourrait commencer à s'installer lors de vols, étant donné le nombre conséquent d'heures de vol que vous avez accumulé au cours de votre carrière? Non, non, aucune monotonie. Aucune monotonie, ça reste chaque vol reste un vol. Chaque vol sur Rafale reste un vol enfin sur Rafale ou sur avion d'armes en général reste un vol exceptionnel. Il y a des fois, effectivement, on peut avoir des missions un petit peu longues. Quand on part pour 6 heures de vol, dont 3 heures de transit, et que tactiquement c'est calme, effectivement, on peut se dire bon, c'est un peu long. Néanmoins, à aucun moment la monotonie ne prend le dessus parce qu'en fait, je pense que tout le monde dans le GAE mesure quand même la chance qu'on a de voler sur ce genre de machine et que globalement, il n'y a que ici qu'on peut le faire. Et moi, en tout cas, pour l'instant, la monotonie ne s'est pas installée, et bien au contraire, je vois la fin qui commence à approcher tout doucement. Et bon, ouais, je suis pas, voilà, je suis pas encore prêt à tourner la page, donc euh, la monotonie n'a pas encore pris le dessus chez moi, en tout cas. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le live? Parce qu'on arrive bientôt à la fin, il est 6h moins 5, donc j'en profite un petit peu. Si vous voulez, à la rigueur, poser la question en... Alors, c'est bizarre parce qu'il ne veut plus que je démute personne. C'est un truc de fou. C'est dommage.
Alors, je vais essayer Euh, de remonter un petit peu, je regarde les questions. Là, j'ai vu des questions passer, j'ai pas répondu, je regarde un petit Attends, il y a peu. Maxime qui pose une question là. As-tu déjà somnolé durant un vol? Euh, oui, ça a pu m'arriver effectivement. Ouais, si, oui, d'avoir des petites baisses de régime pendant le vol, pendant les phases de transit, là, c'est un peu long. Oui, ça m'est arrivé. Effectivement, ça a pu m'arriver. De là à m'endormir, non, parce que c'est quand même pas, mais avoir des baisses de vigilance et des petits moments de repos comme ça, ouais, ça peut arriver. Alors, une question intéressante de Bone in the Jet. Quels sont les types de discussions entre pilotes durant les phases de transit? Ça dépend des gens qu'on a dans la patrouille. Je sais que je suis pas toujours un très grand bavard, moi, parce qu'on m'a appris, sur Super, alors tout petit, heu, à fermer ma gueule à la radio globalement, parce que mon handi est mis en sport. Parfois, il peut y avoir tout un transit où il se dit vraiment pas grand-chose. Après, sinon, c'est beaucoup des discussions sur, bah, là maintenant, le terrain de déroulement si jamais, ça marche pas, c'est ça, ça va plutôt être ce terrain-là, heu, se reporter les différents, contacts radars qu'on peut avoir, les différents, points météo qu'on peut avoir. Voilà, c'est plutôt de la gestion de mission en quelque sorte et puis, il y a finalement assez peu de discussions sur, se raconter un peu nos vies dans l'avion, en fait, on évite et en tous les cas, si jamais on doit le faire, ce sera toujours sur une fréquence qui sera sécurisée, histoire de pas commencer à balancer, nos petites vies en privé, alors que n'importe qui peut l'entendre. Mais en fait, c'est assez rare que ça arrive ça. On peut se raconter deux-trois blagues, deux-trois conneries comme ça sur le transit, mais c'est assez rare en fait. On se raconte pas trop nos vies, dans l'avion parce que c'est pas vraiment le lieu pour le faire, en fait. D'accord. Alors attends, c'est une question rigolote. Alors, il est compliqué à dire ton call sign, dire log. Que pensez-vous de Pantin et Pantin? En plus, faut que je fasse gaffe parce qu'il est toujours en ligne en plus, Helmut. Ah oui, il est encore là. Oui, Helmut est encore Heu, là. Helmut, un très grand homme, un très grand pacha de flottille et très important aujourd'hui dans la hiérarchie marine, dans la hiérarchie, putain, j'arrive plus à parler aujourd'hui, hiérarchie marine, un très grand homme, Helmut, bien entendu. Je sais pas s'il est là. Il est là ou il est pas là, Helmut? Je sais pas. Il a dit qu'il était de passage. Ah, Et je suis là, merci, Pantin, ah, c'est un plaisir partagé, Bon, évidemment. salut Helmut. Salut, ça va? Oui, très bien, écoute. Ouais, Sous le je suis dans les conduites du samedi, donc je fais des hit and run sur la fréquence et j'écoute avec attention. J'apprends plein de choses aussi de mon côté, donc bah, merci en tout cas. tu vois? allez, on prend une dernière question parce que bah, ça fait déjà 1 heure, hein, mine de rien. Ouais. Une question de Noah MW qui dit est-ce que tu as déjà douté? Alors, je suppose dans ta carrière, dans ton cursus ou quelque chose. Est-ce que tu as eu des moments de doute? À mon avis, ça doit être ça, cette Heu, question. dans ma formation, je sais que j'ai une fois, à Cognac, dans le train pour rentrer chez moi, après un week-end sympathique où je me disais, le train pour rentrer à Cognac, pardon, après un week-end, sympathique où, bah, je me retrouvais, dans l'ambiance de Cognac, un peu laborieuse là, où, je me suis dit: «La vache, qu'est-ce que je fous là?» Bon, ça m'a pris une demi-heure, hein, ça a pas duré. Derrière, est-ce que j'ai douté? Non. Non et en fait, c'est exactement, quand les disait qu'il fait de la persévérance, pour y arriver, c'est exactement ça. On prend des beignes parfois, on a des moments de doute, mais en fait, ça en vaut tellement la peine, parce que derrière, c'est tellement bien ce qu'on fait que, hem, en fait, on peut pas derrière se permettre de douter réellement sur, est-ce qu'on va y arriver enfin, est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Oui, évidemment, il faut le faire. Voilà, donc en formation, oui, un peu parce que c'était encore, très loin et à partir du moment où j'ai passé cette étape-là, plus de doute possible, plus de doute permis. C'était trop bien. Bon, écoute. Alors attends, je termine juste un truc. Voilà, parce que je suis harcelé de MP, c'est hallucinant. J'avais oublié à quel point, lors d'un rétexte, on pouvait avoir au moins une quarantaine ou une cinquantaine de messages. Ouais, alors Euh, je regarderai, hein, les questions qui ont été posées, que ce soit sur ouais, ouais. le Retex Pantin ou le Live Retex pour essayer de répondre à quelques
quelques questions. Je vois notamment là, Buzz Warrior, Rafale Marine aurait-il un intérêt? Ça a été une question qui a également été posée avec le possible achat par la marine indienne de Rafale Marine. Est-ce que c'est pour ouvrir le biplace? Alors, développement d'un Rafale Marine biplace, je n'y crois pas parce que je pense que le coût serait trop important. Et aujourd'hui, on a réussi à composer avec uniquement du monoplace. Et je pense que la marine n'exprimerait pas le besoin de le faire. Si ça avait été de base développé, oui, il y aurait eu un intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à composer sans. Et de mon point de vue, je ne sais pas si ça serait un réel intérêt de développer un avion en biplace. Ça serait sympa pour envoyer les copains faire un tour, mais ça s'arrête là, quoi. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on est arrivé au terme de ce rétexte. On est à pile poil, il est 18h pile. Voilà, et si William, c'est la fin. Eh C'est ouais. la fin. Alors, je pense qu'il y en a un qui a dû enregistrer, c'est Stratosphérique, je crois, qui a dû enregistrer le rétexte. Du moins, je croise les doigts, j'espère qu'il l'a fait, ou plutôt qu'il a réussi. En tout cas, merci Pantin d'avoir accepté de venir sur le Discord, hein, Oh, mais avec plaisir, écoute. et puis surtout répondre aux jeunes Ouais, pour les je motiver. vais. Écoute, maintenant que je suis sur le Discord également, je vais pouvoir répondre de temps en temps des petites questions qui sont posées à droite à gauche. D'accord. Je relis